Donc on accueille Dr Cousu, qui a longtemps exercé en psychiatrie adulte et maintenant qui est psychiatre de l'adolescent au CHU de Lille. Elle travaille notamment à la maison de l'adolescent. Elle va nous donner un éclairage sur l'adolescence, les problématiques cliniques qu'on peut y rencontrer, ainsi que chez les jeunes adultes. Bonjour. Alors, de me poser la question de la problématique de la clinique ado et du jeune adolescent, c'est déjà de savoir qu'est-ce que c'est un adolescent et qu'est-ce que c'est un jeune adulte. D'abord, est-ce que l'adolescence existe vraiment ? Est-ce que c'est une étape qui va permettre de passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte, ou est-ce que ça va se faire du jour au lendemain par un rite de passage ? Ça, je pense que vous le verrez tout à l'heure. Par un mariage, par une épreuve physique, le service militaire, ou est-ce que c'est une période qui va être plus longue ? Et si c'est une période de transition, combien de temps elle dure ? À quel âge elle commence ? Est-ce qu'on devient un adolescent quand on rentre au collège ? Est-ce qu'on devient un adolescent quand on a ses premiers poils? Est-ce qu'on devient un adolescent aux règles ? Et une fois qu'on est adolescent, combien de temps ça dure ? Combien de temps on est un adolescent ? Est-ce qu'on est adolescent ? Alors vous disiez tout à l'heure que là c'était la fin de l'adolescence de la fédération parce qu'elle avait 18 ans. Est-ce qu'on devient un adulte à 18 ans ? Est-ce qu'on devient un adulte quand on a fini ses études ? Est-ce qu'on devient un adolescent quand on a un enfant ? Auquel cas on peut être adolescent extrêmement vieux. Alors vous verrez sûrement tout à l'heure que l'existence et les limites, les représentations du concept d'adolescence est très fluctuant dans l'histoire et va dépendre de facteurs sociaux, démographiques, politiques ou encore économiques. Et on va parler que des garçons. Je reprends mon souffle un petit peu. Parce que les filles ont la chance d'avoir des règles, de pouvoir devenir fertiles, et du coup la période d'adolescence va être beaucoup moins floue que pour les garçons. Elles vont pouvoir devenir adultes dès qu'elles sont fertiles. C'est à partir du 19e siècle qu'on va pouvoir parler de classe d'âge pour l'adolescent avec les lois Ferry qui vont rendre l'école obligatoire pour tous et qui vont permettre une unification de cette population par son âge. Au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, l'école va être obligatoire jusqu'à 16 ans et on va avoir un boom démographique qui va réellement créer une génération adolescente avec sa propre culture, avec ses codes, avec l'apparition d'un fossé générationnel. Et donc c'est dans ce siècle-là qu'on va commencer à étudier l'adolescence comme une période spécifique, et ça va pouvoir être étudié du côté scientifique au niveau de la médecine, de la bioneurologie, de la sociologie, de la psychologie. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, alors pas la sociologie, pas l'histoire, parce que vous verrez d'autres présentations, mais on va voir ce matin qu'est-ce que c'est que l'adolescence. Alors, l'adolescence, on va se mettre d'accord sur le fait qu'elle débute avec la puberté, qui va pouvoir transformer l'enfant immature en un adulte fertile, capable de se reproduire. La puberté débute par une cascade hormonale. L'hypothalamus, qui est un organe situé dans le cerveau, va se mettre à sécréter une hormone, la GnRH, qui va venir stimuler une glande à la base du cerveau, l'hypophyse. Hop. Cette glande, l'hypophyse, va sécréter des gonadotrophines. Ce sont des hormones qui vont stimuler les organes reproducteurs, c'est-à-dire les ovaires pour les filles et les testicules pour les garçons. Une fois activés, les gonades, donc les ovaires et les testicules, vont sécréter des hormones sexuelles. L'œstrogène, la progestérone pour les filles et la testostérone pour les garçons. Première manifestation physique de cette puberté, ça va être le pic de croissance. Alors, comment je lance la lecture ? Non. Il y a la puberté, avec son lot de changements. Et le premier, qui n'est pas des moindres, c'est le pic de croissance. Alors que jusqu'à 6 ans, les filles et les garçons ont des tailles et des poids identiques, à partir de 10 ans chez les filles et 12 ans chez les garçons, c'est l'explosion. Tous deux vont grandir de 25 cm en quelques années, mais pas de la même façon. À 10 ans, les jambes de la fille poussent. Puis, à 14, c'est la colonne vertébrale qui grandit. Enfin, jusqu'à 18 ans, c'est le pelvis qui s'élargit.
Chez le garçon, il ne se passe pas grand-chose entre 8 et 10 ans. Mais à 12 ans, ce sont ses mains et ses pieds qui grandissent en premier, puis les jambes, le dos et enfin le nez et les oreilles se développent. Monstrueux. Angoissant. Alors, donc ce pic de croissance va durer en moyenne 4 ans, avec 25 cm pour les filles et 30 cm pour les garçons. Parallèlement à ça, on va avoir bien sûr le développement des caractères sexuels. Caractère sexuel primaire avec le développement des organes génitaux externes et l'apparition de la ménarche et de la spermarche, donc première éjaculation et première règle. En moyenne, 90% des filles ont leur première règle entre 11 et 14 ans et 80% des garçons vont avoir leur première éjaculation entre 13 et 17 ans. À ça s'ajoute le développement des caractères sexuels secondaires. Donc là, vous avez un petit panel. Donc il va y avoir le changement de voix qui va être plus marqué chez les garçons, la pilosité qui va se modifier, les graginoïdes chez les femmes qui vont se développer, le développement des épaules chez les garçons. On fait à peu près le tour. Je vous fais pas, on va pas tout faire. Du coup, au niveau de la puberté, ce qui va se modifier également, ça va être, et ça c'est important sur le plan clinique, le sommeil. Chez les adolescents, on va avoir une diminution de la sécrétion de la mélatonine et une diminution de la sécrétion de la mélatonine et une augmentation de la sensibilité à la lumière. Ça va entraîner des difficultés d'endormissement et ça va entraîner des décalages de phase. On va aussi avoir une qualité du sommeil qui va être modifiée avec une diminution du sommeil profond. Au niveau de l'alimentation, on va avoir une déstructuration des rythmes alimentaires et une augmentation des apports qui va être nécessaire pour la puberté. Ça aussi, c'est extrêmement important parce qu'on va voir que pour la puberté, si on a un poids qui n'est pas suffisant, la puberté ne va pas démarrer. On n'oublie pas que la puberté, le but, c'est de devenir fertile. Si on est en période de famine, on ne se reproduit pas. C'est dangereux. De même que pour les troubles du comportement alimentaire restrictif, on sait que si on a une diminution des apports alimentaires, on va avoir une mise en pause du développement pubertaire. Alors pourquoi je vous ai mis Spider-Man au milieu ? Je sais pour ceux qui ont vu, quand il se transforme, c'est assez impressionnant et il est perdu, il ne coordonne plus rien du tout, il ne contrôle plus son corps et donc ça peut avoir vraiment sur le plan clinique des conséquences sur le schéma corporel, des difficultés de coordination, une impression de fragilité du corps qu'on ne contrôle plus et on a aussi une image de soi qui va se modifier avec, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais au niveau de la puberté, elle commence entre 8 et 13 ans chez les filles, 9 et 14 ans chez les garçons. Elle dure en moyenne 4 ans, mais elle peut durer entre 2 et 7 ans, ce qui va faire des énormes différences entre les différents adolescents, et ça va pouvoir créer vraiment l'apparition du complexe. Ça peut aller plus loin, avec des problèmes et des sensations, des vécus dysmorphophobiques et des impressions d'étrangeté par rapport à son propre corps. Alors, de son côté, le cerveau va également modifier sa maturation grâce aux hormones sexuelles. Si jusque-là, le volume du cerveau augmentait tranquillement d'environ 1% par an, à l'adolescence, le cortex va se mettre à diminuer de volume. Alors ça ne veut pas dire qu'on va devenir plus stupide, ça veut dire qu'on va se spécialiser. On a une augmentation de la substance blanche. La substance blanche, c'est la myéline. C'est, si vous voyez un câble électrique, le gainage qu'il y a autour, ça va permettre une augmentation de la vitesse de traitement de l'information. Et on va avoir une diminution sélective de la substance grise par élagage synaptique. C'est un phénomène de spécialisation. Ce qui marche va être renforcé, ce qui ne marche pas va être supprimé. Cette maturation, elle va durer jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc pareil, ça voudrait dire qu'on est adolescent jusqu'à 25 ans. Je ne sais pas. En tout cas, 18 ans, c'est pas fini. Il y a un problème avec cette maturation. C'est une maturation qui va se faire des zones postérieures vers les zones antérieures. Et le problème, c'est que du coup, il va y avoir le développement du cortex limbique, qui va être le cerveau émotionnel, qui va être formé avant son système de régulation, le cortex préfrontal. Ça a comme conséquence que l'adolescence va être marquée par des passages à l'acte
et une dysrégulation émotionnelle. Vous imaginez bien le cocktail que ça fait. Je me noie dans mes pages. Alors, sur le plan du développement cognitif, toute cette maturation, ça va donner quoi ? Je vous refais très rapidement les différents stades de Piaget. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir plein de choses dessus. 0 à 2 ans, la phase sensitivo-motrice, qui est principalement marquée par le développement et la coordination sensorielle et motrice. De 2 à 5 ans, c'est la phase préopératoire, c'est l'accès au symbolique. On va pouvoir commencer à parler, symboliser les choses, jouer, dessiner. Ensuite, on a la phase opératoire qui va correspondre grosso modo à la primaire. On va commencer à avoir une pensée qui est intuitive avec des capacités mentales concrètes. Selon Piaget, l'adolescence est marquée par l'accès à la phase formelle, vers environ 11-12 ans. C'est une période où l'adolescent extrait de la pensée concrète et va atteindre l'abstraction. On va avoir accès au raisonnement hypothético-déductif, au raisonnement abstrait et à la pensée combinatoire. On va pouvoir imaginer plein de choses. Ce qui est important à comprendre, c'est que à la phase opératoire, le réel est ce qui est possible. À la phase formelle, le réel est une possibilité. Et donc tout va pouvoir être construit. On a le développement également de la métacognition. La métacognition, c'est quoi ? C'est penser sur ses propres pensées. C'est ce qui va permettre une meilleure régulation de l'apprentissage, du comportement, des émotions. Alors, quelques petits exemples de conséquences de ce développement cognitif. Il va y avoir une modification des capacités scolaires et épistémophilie. Alors ça, c'est Charles-Édouard qui nous a mis ça sur la diapo. C'est le plaisir d'apprendre. On va avoir le décentrage, la prise de conscience de ses opinions. On va pouvoir se créer des propres points de vue. Jusqu'à présent, on connaissait ce qu'on avait appris. Là, on va pouvoir imaginer qu'il y a d'autres possibilités. D'où l'apparition de doutes existentiels. On va être capable d'argumenter, de négocier. C'est ce qui va rendre les ados chiants. L'appétence aux idéaux et l'interrogation des codes et des normes. Alors, tout ça, c'est ce qui se passe sur le plan physique. Évidemment, il se passe des choses sur le plan psychologique. L'objectif principal du développement psychologique de cette période, ça va être de passer de la dépendance enfantine à l'autonomie adulte en se forgeant une identité stable. Donc on verra après la construction et l'affirmation de l'identité, l'acquisition de l'autonomie intellectuelle, affective, comportementale, une adaptation aux changements corporels et sexuels, avec la création d'une identité de genre, une identité sexuelle, et ça va avoir des conséquences au niveau des relations. Voilà. Hop. Alors je vous ai mis un drôle de dessin à côté, que je vais peut-être rapidement expliquer, parce que pour moi il est... j'aime bien cette métaphore, donc c'est la théorie du homard de François Dolto, qui montre vraiment la vulnérabilité de cette période. Le homard, pour grandir, a besoin de se débarrasser de sa carapace. Pour créer sa nouvelle carapace, il se retrouve à nu. Il va dévorer son ancienne carapace, donc ça va se construire sur son passé. Et de ça, il va pouvoir sointer sa nouvelle carapace. Donc c'est vraiment une période de développement, mais de vulnérabilité également. Au niveau du développement relationnel, je vais revenir sur les théories de l'attachement. Je pense que beaucoup de gens connaissent, mais c'est pas grave. L'idée de la théorie de l'attachement, c'est que pour pouvoir se développer, l'enfant a besoin d'une base stable. Et plus il va être en sécurité, plus il va pouvoir partir explorer le monde. À l'adolescence, ce cycle de sécurité, j'explore le monde, je suis inquiet, je reviens à ma base, je sais que je vais être sécurisé, je suis assez sécurisé, je repars explorer le monde. À l'adolescence, il va y avoir l'apparition de nouvelles figures d'attachement, donc qui ne vont pas venir remplacer les parents, mais qui vont venir se surajouter aux parents. Et donc du coup, alors moi je vois ça un peu comme un terrain de baseball, c'est-à-dire qu'on a des nouvelles bases qui vont pouvoir permettre d'explorer de plus en plus loin, et c'est une période où du coup l'attachement aux parents va se modifier, mais il ne va pas disparaître, et on voit vraiment l'importance de la relation au père qui va vraiment permettre de pouvoir modifier, d'explorer plus. Et alors, je ne suis pas claire là-dessus, mais c'est pas grave. Les schémas d'attachement, ils sont figés à l'enfance,
Il faut se dire que ce qui est chouette à l'adolescence, c'est qu'avec la création de nouvelles figures d'attachement, on va pouvoir aussi créer de nouveaux schémas d'attachement. Et donc si dans l'enfance, on a créé des schémas qui étaient insécures, à l'adolescence, on peut quand même rejouer et on va peut-être pouvoir apprendre à faire des nouveaux systèmes d'attachement. D'où l'importance de prendre en charge les enfants qui ont eu des constructions insécures. Alors, la construction de l'identité. Qui suis-je? Où vais-je? Et dans quelle étagère? Évidemment. La question de l'identité, ça va vraiment être la résolution de nombreux paradoxes. Déjà, il y a deux identités, une identité individuelle et une identité sociale. Qu'est-ce que je veux être, qui je veux être et comment je veux être par rapport aux autres. Sur le plan familial, on va devoir consigner des besoins qui vont être opposés. Je vais avoir besoin de séparation, d'individualisation et également besoin de filiation. On va avoir un besoin d'autonomie et en même temps on est dépendant sur le plan affectif, sur le plan financier, le besoin de sécurité, d'exploration. On a au départ une situation asymétrique et qui va devoir se terminer par une coopération entre le futur adulte et ses parents. Sur le plan social, il y a également des paradoxes. Comment on va faire pour être unique dans un groupe? Comment on fait pour appartenir à un groupe, se conformer à un groupe tout en étant unique à l'intérieur? Comment on va pouvoir concilier le jeu par rapport au nous? Alors je vous ai mis un petit schéma sur la théorie de Marcia qui, en tout cas pour elle, suite aux théories d'Erikson qui dit que cette période c'est une confusion des rôles, qui va expliquer qu'une identité achevée, ça va être l'équilibre entre l'engagement et l'exploration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas où on en est au niveau du temps. On en est à 17 minutes. Très bien. Tac. L'exploration, ce serait tester des nouveaux rôles, ce serait rechercher différentes alternatives dans des domaines donnés, professionnels, religion, politique. L'engagement, c'est faire des choix, c'est adhérer à des valeurs, des buts et des croyances propres. Elle va définir 4 statuts identitaires qui peuvent fluctuer dans le temps. Alors, comment on explique ces 4 identités? On a l'identité achevée, où on aura un équilibre entre l'exploration et l'engagement. La personnalité foreclose, l'identité foreclose, c'est l'idée qu'on a un engagement, des idées qui sont extrêmement marquées, mais on n'a pas exploré, et donc qui vont être vraiment calquées sur ce qu'on a déjà appris. La personnalité moratoire, c'est l'inverse. On ne sait pas trop qui on est, alors on teste. Ça va être ces ados qui, à chaque consultation, vont avoir un nouveau style et ils vont explorer tout ce qui se passe et c'est pas un souci. L'identité qui est la plus loin de l'achevé, c'est la diffuse. C'est des jeunes qui ne savent pas trop qui ils sont et qui vont pas aller explorer, qui vont rester un petit peu dans cet état de stagnation. L'achevé, c'est celui qui a exploré et qui a fait des choix et qui sait qui il est. Je ne vais pas revenir sur le contexte parce que vous l'avez fait tout à l'heure, mais c'est sûr que pour pouvoir prendre en charge une population qui va être définie dans le temps, c'est important de connaître son contexte. On voit qu'il y a eu des changements et que les questions actuelles ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ou 20 ans. On a déjà la question du genre, avec toute la question de la transidentité. On voit bien que ça crée un fossé générationnel et que ça peut poser des difficultés de compréhension. On va avoir tout ce qui touche au numérique, les réseaux sociaux, mais aussi l'intelligence artificielle. Moi, j'ai des patientes, qui n'échangent qu'avec des IA. On peut se créer des IA comme on veut, on peut choisir leur style, comment ils sont physiquement, et on peut parler avec eux 24 heures sur 24. Et c'est extrêmement préoccupant. Le harcèlement scolaire qu'on va retrouver et qui va prendre une ampleur avec le cyberharcèlement. Et vous en avez parlé tout à l'heure, tout ce qui va toucher à l'éco-anxiété et au contexte géopolitique actuel. Tout ça pour en arriver finalement à la problématique clinique de l'adolescent et du jeune adulte. Il va vraiment être important de pouvoir connaître toutes les spécificités de l'adolescent pour pouvoir différencier les phénomènes liés au développement normal de l'adolescent des phénomènes pathologiques qui vont à l'encontre de son développement. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas psychiatriser
le développement normal de l'adolescent, et il ne va pas falloir non plus banaliser des troubles en disant oui, mais bon, c'est un ado. De toute façon, tous les ados se scarifient. C'est de leur âge, c'est une mode, donc c'est pas très grave. Je pensais par exemple, on a eu un jeune en réanimation qui avait pris du sulfate de cuivre. Alors moi j'ai appris que le sulfate de cuivre c'était dangereux et c'était mortel. La question c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'inquiète ou pas pour ce jeune? Ça va dépendre du contexte. Est-ce qu'il a fait ça pour se développer ou est-ce qu'il a fait ça pour mettre fin à son développement? Il s'avère qu'en cours de physique on lui a dit cap ou pas cap, il était cap, il a gagné. Et il a perdu parce qu'il était en réa. Sur le plan psychiatrique on ne s'inquiète pas, il a fait ça parce qu'il voulait faire son intéressant et améliorer son intégration avec ses pairs. C'était un phénomène qui était rare, qui était unique, qui n'était pas répété. Sur cette phase en particulier, donc on a vu que c'était une phase particulièrement vulnérable, qui va avoir une expression particulière. La clinique ne va pas être exactement celle de l'adulte ou de l'enfant. On a vu qu'il y avait énormément de changements corporels, et donc c'est une clinique qui va être ancrée dans le corps, avec les scarifications, les troubles du comportement alimentaire, les problèmes de complexe, les problèmes somatoformes, et ça va être une clinique du passage à l'acte, plus que de la verbalisation. Les fugues, les automutilations, les troubles du comportement alimentaire, l'irritabilité, la colère, l'explosion, l'opposition. Un travail systémique est indispensable pour cette clinique avec les familles. On voit que les parents vont être intégrés complètement dans la prise en charge. Il va falloir les accompagner aussi dans le changement de rôle qui s'opère pour eux avec les écoles. C'est quelque chose qu'on voit moins en adulte, mais il faut vraiment pouvoir prendre en compte tout le maillage avec l'école, les PAI. On fait beaucoup moins en adulte qu'en enfant, qui vont permettre de maintenir une scolarité, alors qu'en adulte, quand on est malade, on est en arrêt. Chez les enfants, quand on est malade, on ne s'arrête pas. Moi, j'ai été marquée parce que j'ai vu des jeunes en néphrologie qui avaient cours tous les après-midi pendant leur dialyse. Et je ne me souviens pas de ça en adulte, où on disait aux gens vos mains sont libres, donc vous pouvez prendre votre ordinateur et télétravailler. Donc c'est quand même une difficulté qui vient se surajouter aux enfants et aux adolescents. Alors j'ai mis limite flou, parcours de soins flou. Parce qu'on ne sait toujours pas quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça s'arrête. Et qu'on a vu tout à l'heure qu'au niveau législatif, c'est flou aussi. C'était 16 ans, en somatique c'est 15 ans, et légalement c'est 18 ans maintenant. Donc qui va s'occuper de ces adolescents qui sont dans une période de vulnérabilité et dont personne ne veut vraiment s'occuper? Je m'arrêterai de façon spécifique sur le risque suicidaire chez l'adolescent. Pourquoi? Parce que c'est la seconde cause de mortalité chez les 15-24 ans. 16% des décès sont causés par suicide. Chez les jeunes filles de 15 à 19 ans, c'est celles qui ont le plus haut taux d'hospitalisation en population générale, d'hospitalisation pour tentative de suicide. Alors c'est écrit en tout petit, donc ça je vais peut-être vous le lire rapidement. C'est important parce que les études ont montré que faire une tentative de suicide avant 25 ans, ça avait des conséquences à l'âge adulte. On a plus de risques de se blesser volontairement, d'être victime de violences conjugales, d'être en mauvaise santé, d'être auteur de violences conjugales, d'être auteur de crimes violents, d'être sans emploi et d'avoir plus besoin d'aide et d'avoir plus de soucis de santé somatique. Avoir des idées suicidaires à l'âge de 15 ans, c'est pas anodin non plus, c'est pas normal, et ça va avoir des conséquences à l'âge de 30 ans, avec une augmentation du risque de troubles d'usage de substances, des troubles psychiatriques, de tentatives de suicide et d'idées suicidaires. Alors, je vais passer très rapidement sur les idées reçues du suicide, mais je trouve que c'est toujours assez important. Parler du suicide, poser la question du suicide, ça n'induira jamais de passage à l'acte et ça ne suggérera jamais de scénario. Le suicide n'est jamais causé n'est pas lié à une cause unique. Il y a des facteurs de vulnérabilité, il va y avoir des facteurs précipitants. Si on s'occupe uniquement du facteur précipitant, on ne va pas pouvoir travailler sur la récidive. Le suicide n'est pas prévisible. Alors on va le voir juste après, il y a quand même des signes d'alarme à avoir chez l'adolescent. Le suicide est un choix. Alors moi je suis médecin, ça tombe bien, ça me permet de ne pas poser ce genre de questions.
Pour moi, le suicide, c'est une solution pour diminuer la souffrance. C'est un non-choix. C'est quand on a essayé tous les autres choix, quand on a essayé de trouver toutes les solutions possibles et qu'on est toujours en souffrance, le suicide vient comme dernière solution. Une tentative de suicide ou des idées suicidaires, ça n'est pas grave. C'est pareil, ça n'est pas normal. Les ados ne sont pas suicidaires. Les ados ne font pas de tentative de suicide et ne se scarifient pas juste parce qu'ils sont adolescents. Alors, hop, je voulais juste mettre celle-là d'abord. On retiendra que 95% des jeunes sont globalement heureux et intéressés par la vie. Donc, les enfants qui ne vont pas bien, on les adresse en soins. Les signes d'alarme, ça va être soit les changements soudains de comportement, que ce soit au niveau de l'école, des amis, des loisirs, à la maison, l'expression de tristesse, de dévalorisation, les scarifications, l'apparition de comportements inhabituels au niveau du sommeil et de l'alimentation, et l'accès aux toxiques. Ça va être aussi des fonctionnements de base qui sont préoccupants, soit des enfants qui vont être très inhibés, qui vont passer inaperçus, qui vont avoir peu d'amis, peu de centres d'intérêt, ou au contraire des enfants explosifs qui vont être dans l'opposition, l'impulsivité, et qui vont avoir du mal à respecter les règles. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on fait quand on est inquiet? On va vers les soins. Alors on a la maison des ados, je la présente rapidement parce que j'y travaille. C'est un dispositif qui existe sur toute la France. Sur l'île, elle est donc entre la gare et Riou, on peut y aller à pied ou en métro. Elle accueille les adolescents de 11 à 21 ans, et ce qui est intéressant, c'est que l'adresse n'a pas d'importance et le motif non plus. Le seul critère pour pouvoir être vu à la maison des ados, c'est d'avoir 11 et 21 ans, et c'est même pas vrai, parce que si vous êtes parents, si vous êtes amis, si vous êtes travailleurs autour de l'adolescent, vous pouvez également vous présenter à la maison des ados pour des conseils. La mission de la maison des ados, ça va être accueillir, évaluer et réadresser. Réadresser en général quand il y a des troubles psychiatriques, ce sera vers le CMP, centre médico-psychologique, qui va plutôt être centré sur la santé mentale, et les CMPP, centres médico-psychologiques et pédagogiques, alors qui sont, je ne vais pas dire qu'ils sont moins centrés sur la pathologie mentale, mais il va y avoir tout l'accès aux difficultés scolaires. Il peut y avoir des éducateurs spécialisés, il peut y avoir des professeurs de l'éducation nationale. Est-ce que j'oserais dire que c'est des prises en charge moins lourdes qu'en CMP? Mais je pense que ça doit dépendre des CMPP et des situations. Évidemment, en cas d'urgence, vous avez les urgences des CHR et vous avez le 3114 qui est un numéro de téléphone qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui est un numéro de prévention du suicide. J'espère ne pas avoir parlé trop vite. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation riche, à la fois sur le développement physiologique et pathologique en partie sur l'adolescence. Ça nous a bien éclairé. Il y a peut-être des questions dans la salle? Une première question pour chauffer la salle. Vous nous avez parlé de beaucoup de choses intéressantes, notamment de cette période de vulnérabilité, de changement propice, je dirais, à la crise. Alors, moi, je me suis posé plusieurs questions, dont une question clinique en particulier, quand vous disiez, voilà, c'est une période de changement, notamment d'élagage synaptique, de spécialisation dans le développement cérébral. Est-ce que ça veut aussi dire qu'un traumatisme qui surviendrait à l'adolescence, eh bien, ce serait peut-être pire à cette période qu'à une autre période? Alors je vais reprendre la métaphore de mon chef Charles-Édouard Notre-Dame qui va comparer l'adolescence à de la glaire, de la pâte à modeler. Et donc l'idée c'est de se dire que cette période, comme elle est en grande modification, ça veut dire qu'elle peut être vraiment récupérée, remodelée. Donc si le traumatisme arrive à ce moment-là et qu'il est pris en charge, c'est-à-dire qu'il aura probablement moins de conséquences que s'il arrive plus tard. L'idée c'est pour se dire que s'il y a des traits de personnalité qui émergent à l'adolescence, on peut encore y travailler.
C'est vrai que les traits de personnalité, en tout cas les troubles de la personnalité chez l'adulte, on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus figé, qui va être beaucoup plus difficile à travailler. Merci pour cette précision. Et justement, en parlant de personnalité, en parlant de l'impulsivité, de l'instabilité de l'image de soi, de la recherche identitaire, se fait beaucoup penser aux troubles borderline. On voit, est-ce qu'on peut dire que tous les adolescents sont borderline? Surtout pas. Est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît? Surtout pas. Justement, on est à une phase où la cuisson n'est pas terminée. Donc les traits de personnalité ne sont pas figés. Ça va justement être le moment où on va pouvoir travailler sur la relation à l'autre, créer du lien. Et c'est pour ça que moi je trouve ça assez compliqué, cette rupture entre les soins pédopsychiatriques et psychiatriques adultes, parce qu'on sait que sur les troubles de personnalité, ce qui joue principalement, ça va être la création du lien, et que c'est justement à ce moment-là que le lien qui a été créé va être coupé pour être transféré à un autre. Alors c'est pour ça que j'avais mis cette petite slide, mais pour avoir travaillé longtemps en adulte, puis depuis 1 an en pédopsychiatrie, on voit qu'il y a beaucoup de préjugés sur la façon de travailler en adulte et sur la façon de travailler en pédopsychiatrie, et que la communication n'est pas toujours très très bonne entre les services de pédopsychiatrie et les services de psychiatrie adulte, alors que c'est à ce moment-là qu'on doit créer le plus de liens et de communication, justement pour pouvoir sécuriser le vécu relationnel de nos jeunes. En fait, ce que vous voulez dire, c'est quelque part la relation qui se fait avec le soignant, dans la continuité, elle est déjà thérapeutique, et que c'est aussi une nécessité de permettre cette continuité entre pédopsie et psy-adulte. Oui. Est-ce que vous avez des exemples d'endroits où la transition est simple? Non, en vrai, il y a plein d'endroits où la transition se fait. Je ne pourrais pas généraliser, mais quand même, pour travailler sur la maison des ados, on voit quand on doit faire le lien, c'est toujours une grande question. La personne a 16 ans et demi, est-ce qu'on l'envoie en pédopsychiatrie? En pédo, ils nous disent « Ah bah non, mais c'est trop tard avec les délais, on ne le prendra plus ». Quand on l'amène aux adultes, on nous dit « Bah non, la pédopsychiatrie, c'est à 18 ans ». Et donc, il arrive fréquemment qu'on garde les suivis jusqu'à 18 ans, histoire que ce soit plus net. Et ensuite, le lien il va vraiment être tuilé pour qu'il n'y ait pas cette impression de patate chaude refilée à un nouveau service, mais que c'est vraiment un travail en commun qui va porter l'ado. Alors, il y a plein d'endroits où ça se passe bien. Après, c'est parce qu'il faut qu'on se connaisse, je pense. Oui, ça me fait... Excusez-moi. J'ai pensé aux travaux du docteur Pouka-Wakil, qui a mené ça depuis au moins une quinzaine d'années là, sur les équipes européennes, sur les équipes de transition en pédiatrie, mais aussi en psychiatrie, pédopsychiatrie, qui ont tenté plein de choses sur les équipes mobiles ou des transitions de soins plus simples. Voilà, c'était une vraie question. Parce que vous disiez finalement l'adolescence, c'est pas trop quand ça commence, quand ça termine, enfin, c'est assez mouvant selon le développement de chaque enfant. On voit dans la région qu'en fonction des secteurs et des structures, ça va être des structures 15-25 ans, des structures 12-15, des structures 11-21. C'est assez flou au final en fonction de où on est. J'allais dire, de toute façon, il y aura transition. Est-ce qu'il y a un âge à recommander pour cette transition, pour qu'elle soit plus simple? On est encore en train de chercher, je pense. Mais on aura peut-être des réponses cet après-midi, parce qu'il me semble qu'il y a des équipes de transition qui viennent parler justement de comment ils fonctionnent. Oui, en effet, il y a une table ronde cet après-midi pour cette question. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Oui, une petite question juste concernant les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance. Du coup, est-ce que vous les accompagnez et est-ce que vous aviez des recommandations peut-être plus particulières? Merci. Alors, j'ai pas de statistiques, moi je vais parler que de ma clinique, mais effectivement, les enfants dépendants de l'ASE sont quand même particulièrement plus vulnérables. Il y a beaucoup plus de ruptures. Pour le coup, au niveau du lien, c'est beaucoup plus compliqué. Sur la maison des ados, l'avantage, c'est comme il n'y a pas de problème de domiciliation, la prise en charge, elle est faite systématiquement. Sur les secteurs, c'est toujours assez compliqué parce que c'est des gens qui vont être déménagés régulièrement, qui vont bouger de foyer en foyer, de famille d'accueil.
Et c'est souvent des prises en charge qui vont être vraiment émaillées de rupture au niveau des soins. Et ça, je pense que la question n'est pas encore vraiment résolue, et plus la difficulté d'accès aux soins et le manque de moyens va se marquer, plus à mon avis il va y avoir des ruptures dans les prises en charge de soins liées au déménagement. Oui, bonjour. Merci pour le topo. D'après vous, ça serait quoi finalement les facteurs protecteurs sur lesquels nous, enfin les adultes, on va dire au niveau général, pas seulement en psychiatrie, mais en plus en santé mentale, voire même dans nos places d'adultes, ça serait quoi les facteurs protecteurs sur lesquels on pourrait jouer? C'est-à-dire, j'arrive pas à... C'est quoi la recette pour faire un ado épanoui? On va dire du sucre. Socio-économique, on va pas pouvoir trop jouer dessus tout de suite en tout cas. Mais après, comment on les accompagne hors psychothérapie, voilà, ça serait quoi? Comment on pourrait les... C'est quoi les pistes? Là, je bug. C'est quoi la recette magique pour avoir des ados heureux? Beaucoup d'amour, moins de préjugés peut-être sur eux. Moi, je constate qu'ils sont beaucoup plus faciles qu'en psychiatrie adulte. Ils sont beaucoup plus polis et souvent moins difficiles sur les prises en charge finalement. Vraiment cette question des a priori, on sait que quand dans les services on va dire ah bah tiens je voudrais hospitaliser un jeune et à 17 ans on va nous dire oui mais il y a déjà 3 ados dans le service, on va pas en prendre de plus sinon ça va être la catastrophe. Et au final on a vraiment cet effet miroir qui fait que si on veut voir un adolescent qui va être insupportable et qui va pas vouloir parler, on a une grande probabilité d'avoir un jeune qui parle pas et qui va pas faire d'efforts. Donc, mis à part peut-être essayer de vraiment entrer en lien et de les prendre en charge comme n'importe quelle autre population, j'aurais pas de recette magique. Oui, bonjour. Donc vous avez, suite à la question qui vient d'être posée, on parle des figures d'attachement et du lien pour de vrai. Donc vous avez parlé du lien d'amour, de la famille, des endroits extérieurs, et vous avez parlé de cette jeune qui avait comme figure l'IA, qui conversait. Voilà. Donc je me demandais s'il y avait des études chez les adolescents de tous ces attachements aux réseaux sociaux, aux intelligences artificielles et à ces nouveaux personnages qui peuvent les habiter et qui ne sont pas des figures d'attachement pour de vrai. Enfin, pour de vrai. Je pense pas qu'il y a encore beaucoup de recherches, c'est encore extrêmement récent pour le coup. Je pense qu'il y a 5 ans, on ne parlait pas encore d'un accès aussi rapide à l'intelligence artificielle. Après, ce qui est important, c'est justement de pouvoir savoir que ça existe et pouvoir encadrer, de pouvoir en parler, un peu comme les réseaux sociaux, et de pouvoir orienter vers les bonnes informations et les contenus qui vont pouvoir être aidants plutôt qu'aggraver les troubles du comportement alimentaire, les problèmes de dysmorphophobie, de complexes. Mais à ma connaissance, moi, j'ai pas notion d'études pour l'instant dessus. Merci beaucoup Emma pour ton intervention qui était vraiment riche. J'ai plus une remarque. Je trouve que c'est très intéressant qu'on puisse se rassembler pour réfléchir à ces questions autour de l'augmentation évidemment assez alarmante depuis quelques années maintenant de certains chiffres qui concernent ces populations-là. Et je me disais pour rebondir à ton intervention, que sans doute qu'il fallait qu'on se méfie un peu collectivement de nos défenses un peu projectives, c'est-à-dire le fait qu'on mette sur le dos de facteurs extérieurs, enfin qui sont sans doute très pertinents, hein, l'IA, les réseaux sociaux, le Covid, le contexte politique, etc. Mais au fond, les autres contextes c'était aussi compliqué, hein. Je pense que la Seconde Guerre mondiale c'était compliqué, la première aussi. Mais c'est important de pouvoir. Ça permet de communiquer plus facilement, mais finalement ça l'explique pas. Absolument, et ça c'est vraiment intéressant. Alors j'ai pas du tout de réponse toute faite là-dessus, mais en tout cas qu'on puisse réfléchir aux facteurs qui nous concernent nous. C'est à nous, à la fois en tant que ARS sans doute, en tant que soignant et en tant qu'adulte, c'est-à-dire autrement dit, d'abord pour parler de nous en tant que système de soins, évidemment que nous soignants on n'est pas responsables du nombre de postes ou de lits dans nos services, mais que forcément les fragilités de nos systèmes de soins, sans doute qu'elles ne sont pas elles seules de nature à aggraver
le départ des troubles de nos patients, mais probablement qu'elles sont quand même de nature à modifier leur manifestation. C'est-à-dire que les entrées dans le soin partent de l'agir, c'est-à-dire de l'agir soit de soignants qui prescrit, soit de l'agir par du passage à l'acte. C'est sans doute quand même aussi des effets de reflet de nos ressources, c'est-à-dire que dans de nos listes d'attente, de nos délais de réponse, de nos capacités à pouvoir... À l'heure actuelle, si on veut un suivi, il vaut mieux passer à l'acte. Hein. Mais c'est exactement la question. Ça, on ne répétera pas trop fort. Pardon. Mais en effet, c'est une vraie question. Donc ça, c'est une première remarque. Et une deuxième remarque, simplement en tant qu'adulte, j'avais entendu une étude qui me semblait très intéressante sur au fond la question de pourquoi à moyens égaux par rapport à d'autres pays européens et dans un contexte politique évidemment similaire, il y a sans doute aussi ces explosions en France. Et une étude de 2023, je crois, disait que, et ça c'est sans doute quand même une rupture par rapport à plein d'époques sans doute difficiles, que la majorité des Français adultes, 60%, considéraient que l'avenir de leurs propres enfants allait être plus sombre que le leur. C'est d'effet Pygmalion tragique. Effectivement. Et ça, c'est sans doute comme une rupture et par rapport à d'autres pays. Donc la piste pour rebondir à la remarque précédente sur en tant qu'adulte. C'est qu'il faut comprendre. Probablement que nous tous, en tant qu'adultes, avec nos patients, nos enfants, sans doute qu'il y a quand même une piste là à lever le nez de nos smartphones, à arrêter d'être de mauvais poil et à avoir aussi un discours qui est différent et à partager des choses sans doute très compliquées avec eux comme de la culture ou faire une balade en forêt et partager des choses. Et que c'est une piste de prévention pas très scientifique, mais sans doute qui me semble intéressante. J'ai mal. Moi, je voulais rebondir sur la question précédente concernant l'IA. Vous disiez, effectivement, il n'y a pas d'études, c'est beaucoup trop récent. Je pense que c'est pas pour ça que les cas individuels ne peuvent pas être intéressants eux-mêmes sans qu'il y ait de la recherche plus globale. Le ou la patiente en question, comment il ou elle expliquait un peu cette ressource? Est-ce que c'était dû à un isolement qui était particulièrement fort? Est-ce qu'il y avait un lien qui était fait avec, par exemple, une stigmatisation importante des camarades qui n'étaient pas retrouvés avec l'IA et avec du coup une espèce de sentiment plus sécure dans cette relation? Comment la personne... Tout ce qui est autour de l'IA, c'est quand même quelque chose qui va dans son propre sens. Donc ça vient confirmer ce qu'on veut, ça vient nous dire ce qu'on a envie d'entendre. C'est accessible 24 heures sur 24, on ne les ennuie jamais. Ça c'est ce que le ou la patiente disait, lui ou elle-même, de la relation avec l'IA, ou c'est une interprétation que vous avez de ce qui s'est fait? De façon très primaire, moi la patiente me dit que ça lui passe le temps, c'est rigolo et puis c'est sympathique. Ça va plus loin. Mais moi je pense que c'est quand même plus... ça permet quand même de remplir un manque et ça vient réassurer beaucoup. Enfin, c'est comme dans les réseaux sociaux, on a tous les algorithmes qui font que tout ce qu'on pense va être renforcé et va être... et c'est ça qui est vraiment important de pouvoir suivre, c'est de voir justement où est-ce que ça emmène. Alors, je pense qu'il y a eu des cas de suicides qui ont été assistés par l'IA du coup, mais ça je pense que c'est anecdotique, mais de pouvoir en discuter avec eux pour pouvoir utiliser ce qui est positif aussi de l'IA, parce qu'effectivement si à un moment en pleine crise d'angoisse, parler à une IA au lieu de se scarifier ça fonctionne, moi je trouve ça vraiment chouette et donc ça vaut quand même le coup de pouvoir le renforcer quand même. D'ailleurs il y a de la prévention qui a été mise en place sur ChatGPT, ce genre de trucs récemment. Ouais. Ok, merci beaucoup pour toutes ces questions très éclairantes. On aura peut-être des réponses dans la suite de la journée. Pour le moment, je vous invite à une pause d'une demi-heure. On reprend à 11h15.